Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et essayiste, avec Antoine Fouché, président de Quintet, société de conseil, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nostra. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Palestine, est-il encore temps ?» Il est chapeauté ainsi « La reconnaissance annoncée de l'État de Palestine par la France changera-t-elle quoi que ce soit au sort des Gazaouis et des Arabes de Cisjordanie ? Comment mettre un terme à l'écrasement qui les guette ?» Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne est prévu le dimanche 5 octobre et on peut d'ores et déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne le deuxième de nos 3 échanges avec Mathilde Davignon, directrice du développement pour le livre audio du groupe Madrigal de Gallimard. Et je souligne que, selon l'étude menée par Opinionway en 2024, un tiers des Français ont écouté au moins un livre audio au cours des 12 derniers mois, et les jeunes entre 15 et 19 ans sont particulièrement friands de ce livre audio, et c'est dans leur catégorie d'âge que s'affiche la plus forte évolution cette année. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez directement dans votre boîte de lettres de courriel chaque mercredi. Je vous propose de passer directement à notre premier sujet, qui est celui de Sébastien Lecornu et la quadrature du cercle. Arrivé à Matignon le 10 septembre, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une inflexion sur la forme et sur le fond. 5e Premier ministre de ce quinquennat, dépourvu de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, va devoir affronter sans tarder les mêmes murs budgétaires et parlementaires que ses prédécesseurs. Il se trouve confronté à la délicate équation de trouver un compromis avec la gauche sans déplaire à la droite. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale ne sera pas connue avant plusieurs semaines, puisque le chef de l'État a enjoint son Premier ministre de mener des discussions préalables avec les différentes formations politiques avant de bâtir son gouvernement. L'idée du Premier ministre de chercher un accord sur le budget, mais également sur 2 ou 3 textes forts, pour le citer, convient aux dirigeants de la droite. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait en gage de bonne volonté des concessions, renoncé à l'année blanche, le gel des dépenses publiques, et à l'aide sociale unique, mais il ne transigera pas sur le durcissement, sur l'immigration ou sur l'assistanat. Au-delà du socle commun, Sébastien Lecornu devra obtenir au minimum une non-censure du Parti socialiste pour faire adopter le budget 2026. Le Parti socialiste a défendu à Matignon une position comprenant la suspension de la réforme des retraites, l'instauration de la taxe Zuckman sur les grandes fortunes et la baisse du quantum d'économie à réaliser d'ici à 2029. À l'Élysée, on assure n'avoir fixé aucune ligne rouge au Premier ministre. Pour ne fâcher personne, il a d'ores et déjà été acté qu'il ne procédera à aucun débauchage au sein du Parti socialiste pour composer son gouvernement. À l'occasion de son interview le 13 septembre dans la presse régionale, pour amadouer les socialistes, Sébastien Lecornu s'est dit prêt à l'abandon de la suppression des 2 jours fériés, à augmenter la fiscalité des plus riches, mais sans toucher à leur patrimoine professionnel. Quant à un aménagement de la réforme des retraites, il reste évasif, mais rejette un retour du conclave. Il ne renie pas la totalité de la copie budgétaire de François Bayrou, sur laquelle il devrait en partie se fonder, mais il lui faudra peut-être aussi faire un geste sur le pouvoir d'achat et un autre sur les retraites, sans perdre le soutien des Républicains, ou braquer le patronat, ni oublier la réduction du déficit. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, alors, 16%, c'est pas très loin du chiffre d'approbation du Premier ministre, son prédécesseur, M. Bayrou, sauf que c'était après avoir fait l'expérience des talents de M. Bayrou, tandis que là,
il y a une réserve importante de popularité, puisque personne ne le connaît, en fait, Monsieur Lecornu. Donc, c'est pas tout à fait un statut aussi négatif que ce qui a été dit. On a dit c'est le Premier ministre de la Ve République qui est le plus mal accueilli par l'opinion. Je crois qu'il est simplement peu connu grâce à ses qualités de discrétion et de modération. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès dans sa nomination et je trouve que c'est pas vraiment une quadrature du cercle. Il devrait avoir quand même quelque chance de parvenir à remplir sa mission, c'est-à-dire de durer. Alors, d'abord, la vitesse avec laquelle il a été nommé est un progrès, parce que franchement, si on avait été dans un mois de troubles sociaux en plus, dans l'attente un petit peu difficile du mois de juillet et du mois d'août, franchement, au moment des Jeux Olympiques, ça aurait été grave. Donc, premier progrès, on nomme à 20h quand un Premier ministre démissionne 3 heures avant. Deuxième chose, manifestement, la méthode, traduite par la sobriété de mots dans la cour de l'hôtel de Matignon, mais qui a vraiment été la marque de toute sa carrière jusqu'à maintenant, faite d'humilité, de simplicité, de brièveté. Tout ça, c'est plutôt bon signe. L'idée de recevoir les syndicats avant les partis, c'est également un progrès. Le fait également d'être désigné en fait pour d'abord se concerter et chercher des éléments de majorité avant de présenter un gouvernement, ça ressemble à quelque chose d'un petit peu belge, d'un petit peu allemand, je ne sais pas ce que Michaela en pensera, mais où au fond, quelqu'un est d'abord chargé de trouver une solution, et puis ensuite de constituer un gouvernement, plutôt que d'attendre d'avoir constitué une équipe pour négocier des coalitions qui auraient pu changer la nature de l'équipe. Donc tout ça, ce sont des progrès, en fait, dans la transition qui sont de bon augure. Par ailleurs, c'est manifestement quelqu'un qui est assez proche des Français, à la fois par ses origines dans l'heure, ses origines sociales, par la nature de ses études supérieures, et il n'a fait pas partie de l'énarchie. Enfin, au fond, il y a quand même beaucoup de signes très positifs pour Monsieur Lecornu. Alors, je crois que c'est pas du tout le sentiment général, mais enfin, le sentiment particulier. Faire de temps en temps. Cela dit, Lionel, pardon, mais j'ai retrouvé ce que je voulais indiquer tout à l'heure, qui va dans le sens qui vous plaira, c'est que c'est le sondage publié par Le Figaro jeudi dernier qui dit que 52% des Français se disent satisfaits des débuts de M. Lecornu à Matignon, mais 72% pensent qu'il ne mènera pas une politique de rupture. Voilà. Alors, le dernier progrès, c'est d'avoir dit devant son prédécesseur ce qui était en fait probablement satisfaisant pour l'immense majorité des Français. En le regardant bien, on va changer de méthode, on va passer au sérieux et on va faire des ruptures. Et en fait, tout le monde avait besoin d'entendre ça. La courtoisie ou l'hypocrisie, d'habitude, fait qu'on félicite énormément son prédécesseur. Là, c'était quand même, d'une certaine manière, en creux, une espèce de jugement un petit peu plus sévère. Non, mais il y a surtout que la situation des Français n'est pas économiquement aussi tragique que la pédagogie de la tragédie par François Bayrou. Je veux dire, manifestement, ça n'a convaincu personne, en tout cas, ça n'a mobilisé personne, en tout cas, ça n'a fait changer aucun parti, aucun syndicat, aucun groupe dans l'expression des opinions. Cette campagne de tragique sur la dette en France, mais ça ne peut pas convaincre les gens parce que fondamentalement, ça ignore toute une série de choses importantes. L'épargne des Français est à un niveau record. Alors c'est terrible probablement d'avoir 3 300 milliards de dettes publiques. Mais enfin, il se trouve que les Français, nets de toutes leurs dettes, immobilier, crédit à la consommation, crédit automobile, nets de toutes leurs dettes, ont quelque chose comme 5 000 milliards
d'éléments d'épargne strictement financière. Donc, notre sujet, c'est de ne pas être tout à fait comme le Japon, qui a une dette beaucoup plus importante, ou l'Italie, où la dette publique est en main nationale et on est beaucoup moins exposé au marché financier. Mais c'est un pays qui est à un niveau record d'épargne. Pourquoi ? Parce que on n'a pas décaissé le supplément de revenus qui a été distribué en 2019 après les Gilets jaunes et on n'a pas consommé et décaissé une bonne partie de l'épargne forcée pendant le Covid. On n'a donc jamais eu un niveau de patrimoine des Français et d'épargne aussi élevé. Par conséquent, parler de la dette, nous allons ruiner nos enfants, tout ça ne peut pas être entendu par les Français qui savent très très bien en réalité quelles sont leurs situations respectives en matière financière. Car quand vous avez des sondages sur la situation financière de l'État, vous avez un pessimisme général. Quand vous avez les enquêtes de la Banque de France ou de l'INSEE sur « et votre situation financière personnelle », on est très majoritairement dans une situation positive. Il faut bien dire que le pathos sur le thème « les intérêts vont monter ». Les intérêts, pour un peuple qui a en assurance vie, en livret réglementaire, en obligation, énormément d'épargne, c'est un revenu des ménages. Donc c'est bien de faire du pathos sur le thème « nous allons avoir une hausse des taux ». Oui, mais c'est le revenu d'une grande partie des Français, puisqu'il y a 90% des Français qui ont un instrument d'épargne. Bon. Donc notre problème n'est pas du tout de faire du pathos sur l'économie, et je crois que ce n'est pas la psychologie de M. Lecornu, et il l'a prouvé, et il a trouvé déjà des accords majoritaires, notamment pour une loi de programmation militaire en 2023, qui a été votée de façon très impressionnante, avec une quarantaine de députés seulement qui s'y sont opposés. Donc il y a l'habileté, mais il y a aussi les données réelles. Notre problème en France n'est pas un problème de tragique de la crise financière. Il n'y a aucun problème pour lever de la dette française. Le problème, c'est un problème d'inégalité. C'est un problème de taux d'emploi trop bas pour assumer, et donc il faut qu'il y ait plus d'opportunités de travail et de longévité du travail. Mais rappelons-nous que dans le fameux conclave, heureusement, on va se débarrasser de ce type enfin, on va séculariser un petit peu le dialogue désormais avec M. Lecornu. Donc, dans le fameux conclave sur les retraites, on était à vraiment quelques encablures, on était très proche d'un accord entre la CFDT et le MEDEF. Il ne me semble pas qu'il va falloir faire d'énormes pressions pour aménager sur la retraite. On a un problème de taux d'emploi, on a un problème, à l'évidence, d'inégalité. Le sujet, c'est pas les retraités, c'est les petites retraites et l'excès de revenus et d'épargne, qui est absolument à un niveau record, des retraites très importantes. C'est l'inégalité dans la fiscalité quand on va vers le premier centile des plus riches. Mais ce n'est pas une crise financière, un effondrement de l'économie française. Ce pathos a échoué, c'est une très bonne chose, et je pense que M. Sébastien Lecornu en est parfaitement conscient. Antoine Fouché. Oui, je suis très content que Lionel aille sur le fond des sujets parce que je suis en grande partie en désaccord et donc ça va nous faire un débat, j'espère, animé sur le sujet. D'abord, le point d'accord, parce que je suis pas en total désaccord. Le point d'accord, c'est sur la relativisation de l'importance de la dette. Il y a un indicateur, me semble-t-il, qui va dans ce sens-là, c'est que c'est le taux, le pourcentage de PIB consacré au remboursement des intérêts de la dette. Parce que comme la plupart des gens commencent à le savoir maintenant, on ne rembourse jamais le capital de la dette, on ne rembourse que les intérêts. Là, on fait rouler la dette en empruntant du capital pour rembourser du capital de dette. Et les intérêts de la dette sur le PIB aujourd'hui, c'est 2%, et c'était 3% il y a 20 ans. Donc, si on regarde cet indicateur, c'est-à-dire ce que pèse la dette dans nos marges de manœuvre budgétaires, c'était pire il y a 20 ans. Donc ça va exactement dans le sens de ce que dit Lionel. Exactement. J'en viens au point de désaccord.
Le point de désaccord, c'est sur la situation globale de la France, me semble-t-il, parce que la dette, ce n'est que la face émergée de l'iceberg du déclin français. Et je pense qu'on peut dire ça sans être frappé d'un pessimisme mélancolique. Quand on regarde très rapidement tous les indicateurs de comparaison internationale sur les fondamentaux de la situation française. Et je vais aller très vite parce que ça serait fastidieux, mais ils sont connus par ailleurs. Quand on regarde la situation de notre école, on décroche par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est-à-dire que on est entre 20e et 25e, ce qui veut dire, quand on se met d'un point de vue de parent, c'est que si on ne pensait l'éducation de nos enfants que en fonction des résultats et des performances de ces systèmes scolaires, il faudrait mieux éduquer nos enfants dans 20 autres pays d'Europe qu'en France. C'est ça que ça veut dire de point de vue concret pour les gens. Et je pense que ça se voit dans les enquêtes sur le sentiment du déclin du service public de l'école. C'est pareil sur les compétences des Français, c'est-à-dire des travailleurs. C'est une enquête, c'est pas PISA, c'est PIAC, mais c'est le même OCDE avec les mêmes méthodes, donc peut-être les mêmes limites, mais les mêmes méthodes qui montrent qu'on est 25e aussi en termes de compétences des travailleurs, des actifs. Donc déclin matière de compétences, de formation, de niveau de formation dans notre pays, il y a des déclins structurels. Sur l'industrie, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, j'y reviens pas, mais en volume, juste un chiffre, en volume, l'industrie française, c'est 1/3 l'industrie allemande. On fait beaucoup de choses sur l'industrie allemande en disant qu'elle est en crise. Mais si l'industrie allemande était 2 fois moins puissante qu'aujourd'hui, elle serait encore plus puissante que l'industrie française. Donc, on ne joue plus du tout dans la même division. On n'a jamais aussi peu construit de logements en France depuis 1945. Et on met plus de temps pour aller à Limoges et à Clermont-Ferrand aujourd'hui qu'au début du XXe siècle. Ce qui est une manière de montrer le déclin hors TGV du réseau ferroviaire français. Donc, sur tout ce qui est biens et services publics, la France régresse de façon objective dans les situations, dans les classements internationaux, ce qui veut dire que les autres pays s'enrichissent davantage plus vite que nous. Et il y a un chiffre qui caractérise ça. La France, c'est le 26e PIB par habitant. Aujourd'hui, c'était le 5e PIB par habitant il y a 50 ans. Donc, ça veut dire on n'a pas tellement conscience de ça, mais il y a 25 autres pays dans le monde qui sont plus riches que les Français maintenant. Donc, c'est me semble-t-il, un indice objectif de notre déclin qui fait que, là, mon point de désaccord avec Lionel, c'est si la situation économique et sociale française, au-delà de l'iceberg budgétaire et politique, elle est structurellement très inquiétante. Et je termine juste en 30 secondes sur l'épargne, parce que là aussi, point d'accord, voilà, terminé par un point d'accord aussi. C'est rassurant le fait qu'on ait autant d'épargne. Le point politique qu'on a, et c'est toute la difficulté, et Lionel a commencé à l'évoquer à la fin de son intervention, c'est que cette épargne-là, elle n'est pas équitable, elle n'est pas également distribuée dans la population française, elle est surtout chez les personnes âgées, ce qui renvoie, Lionel a commencé à l'évoquer, à la difficulté de solliciter la partie de l'électorat qui vote le plus, qui est du point de vue de l'intérêt général, qui serait du point de vue de l'intérêt général le plus amené, soit par une modération des pensions, puisque c'est eux qui épargnent le plus, soit par une forme d'emprunt national pour financer l'éducation, la réindustrialisation, etc. Et à ce stade, il n'y a aucun parti, de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui adresse un discours de vérité à cette partie-là de la population. Sur le temps qu'on met pour aller à Clermont-Ferrand, je pense que vous faisiez allusion au temps réel, parce que le temps affiché par la SNCF, c'est 4h30. Bien sûr. C'était... Le temps ressenti aussi. Le temps ressenti... C'est encore pire que le temps réel. En ce qui concerne la ligne de Paris à Clermont-Ferrand, le temps ressenti est indescriptible tellement il est pesant. Michaëla Wiegel. Bon, si en entrée, je peux vous rassurer quand vous regardez, parce qu'Antoine vient de parler de l'industrie allemande, mais quand vous regardez l'état des infrastructures allemandes et notamment le réseau ferroviaire, vous pouvez vous consoler que tout va quand même beaucoup mieux en France. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais revenir un petit peu à la méthode Le Cornu et est-ce que il va avoir plus de succès que son prédécesseur. Je voudrais rappeler qu'en décembre, effectivement, le président Macron avait déjà voulu nommer Le Cornu et c'est qu'une manœuvre assez oppressante qui a fait qu'il s'est finalement résolu à nommer François Bayrou.
Alors, ce qui me frappe, je vois enfin dans ce deuxième mandat du président Macron, il lui reste 2 budgets à dessiner, un progrès dans effectivement la méthode, parce que le résultat des élections en 2022 aurait déjà voulu qu'on avance vers quelque chose qui, dans toutes les démocraties parlementaires européennes qui entourent la France, est de mise, c'est-à-dire ce que Le Cornu, dans son discours, a appelé des conversations sérieuses et précises avec les forces de l'opposition. Et je crois que c'était pas seulement une critique, comme Lionel le disait, de son prédécesseur, c'était aussi pour la première fois la prise en compte qu'on pouvait plus se complaire dans le système de la Ve République où les majorités, en quelque sorte, étaient données. J'ai regardé un petit peu comment en Allemagne ça se passait, parce qu'il est faux de prétendre que dans la campagne électorale en Allemagne, on ne s'attaque pas autant qu'en France. Il y a exactement les mêmes clivages et les mêmes blessures, on peut même dire, sur les sujets importants, sauf qu'une fois l'élection passée, effectivement, il y a un appel au sérieux. Et je pense, avec ce côté très réservé et discret du Premier ministre Le Cornu, il a une personnalité qui peut probablement arriver vers justement une volonté de ne pas rester dans les disputes, mais d'avancer sur les sujets. Alors, on a vu, après les premières consultations, où effectivement, il a changé l'ordre, d'abord prendre les syndicats, après les partis, que c'était même bien 3 ans après ce premier signal d'alerte des électeurs français, ça restait très, très difficile et j'espère réellement qu'il va prendre son temps. J'ai regardé en Allemagne les consultations peuvent prendre jusqu'à maintenant, ont pris jusqu'à 136 jours. Alors, 136 jours, c'est un peu trop tard pour le budget, mais c'est pour dire il n'y a pas d'avantage d'aller vite dans la formation d'un compromis. Il faut vraiment avancer pas à pas sur les grandes lignes. Et je pense un changement de constitution vers une motion de censure constructive, comme elle existe en Allemagne, serait un des sujets qu'on pouvait mettre en avant, parce que je crois que toutes les forces politiques sont maintenant conscients que cette gestion des motions de censure est très néfaste pour la démocratie. Alors, ça veut dire qu'on ne peut voter une motion de censure qu'au cas où on a la capacité de former une majorité alternative. On ne peut pas associer des forces opposées qui, pour différentes raisons, veulent faire chuter le gouvernement, mais qui ne sont pas capables de se mettre d'accord pour avoir une majorité alternative. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur un point, c'est très intéressant, cette histoire de défiance constructive. Je crois que c'est absolument inapplicable en France, pour des raisons très profondes, qui tiennent à la structure, enfin, en France, sous la Ve République. Parce que ça implique que le chancelier, le chef du gouvernement, soit élu par le Parlement. Il est élu, on a par exemple M. Schmitt, et puis à un moment, les partis politiques disent non, on ne peut plus marcher avec Schmitt, donc les libéraux disent nous, on veut faire une alliance avec les chrétiens-démocrates, et ils élisent Kohl. Mais notre système à nous est tout à fait différent, puisque le Premier ministre est nommé par le chef de l'État. Donc, si le Premier ministre est nommé par le chef de l'État, et si vous ne pouvez le renverser qu'avec quelqu'un avec un accord sur quelqu'un d'autre, alors là, Macron, c'est tout béni. Et il nomme, et il est absolument sûr de n'avoir aucun problème, puisqu'il est évidemment impossible que le RN et LFI se mettent d'accord sur un candidat. Donc, pour que ça marche,
il faudrait changer cette méthode et que le président de la République renonce à nommer le Premier ministre et qu'on ait un vote pour le Premier ministre, comme on a eu par exemple pour le président de l'Assemblée nationale. Mais alors là, à quoi sert l'élection du président de la République au suffrage universel ? Tout le système est basculé. On revient sur un système qui est un système pas forcément monocaméral, mais en tout cas parlementaire, puisque le système allemand n'est pas monocaméral, mais un système qui est exclusivement parlementaire, qui n'a jamais été vraiment pratiqué en France, et en tout cas qui est aux antipodes de la Ve République. Sinon, c'est vraiment un système de concentration des pouvoirs au profit du président qui est très exactement ce qu'aujourd'hui les Français ne veulent pas. Moi, je crois qu'on doit voir cette approche à 3 niveaux. D'abord sur la possibilité de Sébastien Lecornu, qu'aurait Sébastien Lecornu, de bâtir un compromis plus ou moins bancal, plus ou moins satisfaisant sur le plan technique. Je crois que ce qu'a dit Lionel est juste. Monsieur Lecornu a de grands talents, il est sympathique, il est empathique, il est attentif, il est compétent, il est vif, il est mobile. Donc, il a vraiment les qualités nécessaires pour bâtir un compromis. François Bayrou c'était plutôt le genre statut du commandeur, François Bayrou. Donc, on est dans un autre registre et manifestement, c'est un registre qui plaît. Alors, tout ce qu'a dit Lionel sur les syndicats plutôt que les partis, ça se discute. Mais effectivement, quand j'ai vu que Mme Binet était sortie en disant « je donne 1 sur 20 au Premier ministre », je me suis dit « 1 sur 20, c'est pas mal. Quel est ce 1 ? Quel est ce point qu'elle lui reconnaît ? Parce que la note d'un syndicat pour un Premier ministre, c'est exactement l'inverse de la note administrative. Où quand on a 18, on est sanctionné, parce que la moyenne, c'est 19. Là, quand on a 1, c'est qu'on n'a pas 0. Donc, il y avait un élément... Enfin, je plaisante évidemment. Donc, je crois que... Et sur la fabrication, on voit bien l'équilibre qui pourrait se dégager. C'est un petit peu moins... pas 44 millions, mais quelque chose autour de 35, 38, enfin, ça se discute. Milliards, pardon, excusez-moi. Deuxièmement, une ponction sur les hauts revenus, d'une manière ou d'une autre, sans doute pas sur les atteintes au capital, mais comme le suggérait Jean-Pierre Levade récemment, par une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, ou des choses, enfin, un geste important de solidarité demandé aux fortunés, et puis des économies relativement maintenues, mais bon, c'est possible. Alors, il y a les 2 autres niveaux, c'est que ce qui est revendiqué par le peuple français est d'une autre nature. Il y a une exaspération, d'ailleurs Lionel et Antoine l'ont dit très clairement, il y a une exaspération sur le niveau d'inégalité qui n'est pas documentée. Moi, je trouve qu'elle est documentée par ceux qui font le procès, mais je trouve que le gouvernement, et c'est peut-être le tort qu'on doit voir dans les gouvernements Barnier ou Bayrou, c'est de ne pas avoir posé clairement le problème des limites, de la réalité, des causes d'une situation qui est ressentie par les Français comme très inégale. L'exemple, je voyais hier, dans une émission de télévision, sur LCI, je crois, un ouvrier de chez Peugeot disait « voilà combien je gagne », et il citait les traitements absolument faramineux qui étaient ceux de M. Tavares. En plus, comme M. Tavares n'a pas réussi, c'était un bon cost-killer, mais quand il a tué les coups, après, il n'a rien fait. Donc, on a l'impression d'un profit indu. Donc là, il y a quelque chose de profond auquel il est évidemment extrêmement difficile à Sébastien Lecornu, dans les limites qui sont les siennes, de procéder. Mais 3e niveau, il y a le niveau de la poloche, comme on dit, le niveau politicard. C'est quelle est l'attitude des forces politiques face à M. Lecornu. Alors on voit bien qu'il y en a qui veulent, pour des tas de raisons, parce qu'on n'a pas le temps de les énumérer maintenant, c'est le RN qui veulent la dissolution immédiate. On a LFI qui n'a pas envie de la dissolution en réalité, parce qu'elle ne lui serait pas forcément favorable, mais qui donc brandit l'argument de la destitution du président de la République, mais qui évidemment, s'il y a une motion de censure contre le Premier ministre, contre le gouvernement Lecornu, ne peut pas ne pas la voter. Et puis, on a
on a l'immense incertitude des socialistes. Et là, il faut quand même réfléchir à la stratégie des socialistes. Le système, actuellement, les sondages indiquent que le bloc central, tout parti confondu, capoute. Il est vraiment complètement en bas. On est dans une situation où ce qu'a réalisé Mme Hayez aux élections européennes est la fourchette haute. Le bloc central est revenu un peu à l'étiage de la présence centriste traditionnelle, quelque part entre 11 et 14%. Donc c'est très très bas. Ce qui libère évidemment des forces, à la fois pour le RN et également pour la gauche. Donc, il y a une opportunité à saisir qu'avait très bien compris Glucksmann et que semble avoir compris Faure. Faure, Jérôme Jaffé a une expression très heureuse à propos d'Olivier Faure. Il dit « il a pris la tête de ses opposants ». Ce qui est assez juste. Il est, semble-t-il, assez décidé à rétablir un rapport de force plus favorable par rapport à LFI. Et comme c'est un bon socialiste mitterrandien en réalité, il sait que la seule façon de procéder, c'est de surenchérir idéologiquement en étant très à gauche, comme l'avait fait le président François Mitterrand dans les années 70. Mais la stratégie est assez simple. Il s'agirait de constituer une espèce de rassemblement avec les communistes, Roussel, bon camarade, loyaux partenaires, la partie raisonnable des Verts, c'est-à-dire pas Mme Rousseau, mais les autres, les exfiltrés de LFI, Corbière, Ruffin et Autain, de bâtir un petit truc comme ça, et d'aller à l'élection en prenant une grande partie, comme Glucksmann l'avait fait, une partie de l'électorat macroniste. Mais ça suppose une chose, c'est que l'élection ait lieu avant l'élection présidentielle. Parce qu'à l'élection présidentielle, le président Mélenchon, qui a tous les talents de candidat, reprendrait la contrôle, l'hégémonie sur le bloc de gauche. Donc alors, quand est-ce qu'on fait cette dissolution, quand est-ce qu'on fait tomber le gouvernement, avant ou après les municipales, maintenant, etc. C'est ça, à mon avis, la très grande incertitude. Et là-dessus, Sébastien Lecornu n'a aucune prise. Michaela Lavigel. Oui, alors je voulais revenir parce que justement, Jean-Louis a majestueusement décrit l'actuel dysfonctionnement de la Ve République. Et justement, je pense cet argument contre la motion de censure constructive marche que quand on s'en sert dans le cadre de la Ve République fonctionnelle. Mais ce cadre, il est déjà abîmé. Donc, je pense, quand on regarde toutes les analyses sur les effets d'une dissolution, on n'est pas, et même sur 2027, même si c'est encore loin, on n'est pas dans une configuration où on peut voir se rétablir ce parfait fonctionnement que automatiquement se dégage grâce au scrutin des majorités absolue pour gouverner. Et donc, je pense qu'effectivement, l'introduction d'une motion de censure constructive, parce qu'on voit bien que le président a déjà perdu une bonne partie de son pouvoir de nomination, pas dans la réalité, mais dans les faits, comment François Bayrou a pu lui forcer la main. On voit bien que dans une configuration normale, il n'aurait pas pu le faire, ce manœuvre à l'époque. Et on voit bien aussi que Sébastien Lecornu était nommé parce qu'il est au barycentre de cette majorité qu'il faut bâtir. Et donc, je crois, dans cette nouvelle configuration avec une fragmentation des forces politiques dans l'Assemblée nationale qui, à mon avis, est là pour durer, cette nouvelle configuration nécessite effectivement de revoir aussi les mécanismes et de créer une nouvelle stabilité. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis. Enfin, le destin du pays est dans les mains des socialistes. Mais il y a beaucoup de courants chez les socialistes. C'est quand même dans la culture. Courant d'air. Et donc, effectivement, on va probablement vers un soutien sans participation et une façon de retarder le renversement de ce gouvernement.
Simplement, il y a quand même beaucoup de socialistes, dont par exemple l'ancien président de la République, pour être conscient du fait qu'en renversant un Premier ministre de plus, on se rapproche d'une crise de régime, pas simplement d'une crise parlementaire, parce que la pression sur le président de la République devient extraordinairement forte. Donc je pense qu'il y a au total probablement, plutôt que cette idée « je vais refaire une social-démocratie » en récupérant... alors, on va pas dire des résidus, hein, on va dire cette partie très saine. L'art d'accommoder les restes. Cette partie très saine du macronisme, hein, qui est d'origine de gauche et sur des valeurs de gauche. Franchement, on prend un risque considérable. D'abord, que le RN gagne les élections parce qu'il n'y a plus de front républicain, des triangulaires très nombreuses, etc. Un risque considérable qu'ils atteignent une majorité presque absolue. Et une minorité LR qui sera emmenée par Sarkozy et Wauquiez et qui leur servira d'appoint. Exactement, et qui sera le pivot de cette nouvelle donne. C'est donc deux risques. Le risque de crise du régime et d'anticipation, d'accélération de la montée du Rassemblement aux affaires, qui normalement devrait calmer des gens qui sont quand même au total pas très aventureux. Et c'est un premier secrétaire qui prend de l'ampleur, mais dont il avait besoin, parce qu'il a quand même gagné avec 0,1% dans un parti où... À l'intérieur de son parti, pour être élu premier secrétaire, dans un parti qui a une marge d'erreur ou parfois même, il ne faut pas le dire, hein, mais d'erreurs volontaires dans les scrutins internes, font que quand même c'est quand même assez fragile. Et alors avec Antoine, c'est formidable parce que on est entièrement d'accord en fait. Alors, je pense tout à fait qu'on a un problème de déclin de l'école, qu'on a un problème peut-être même de l'hôpital public, qu'on a un sujet de politique du logement. Et d'ailleurs, dans les 10 dernières années, effectivement, il n'y a pas eu de progrès budgétaires, les progrès nécessaires, ça peut s'étendre aussi à la recherche, il n'y a pas eu de moyens supplémentaires. C'est-à-dire dans les déficits, dans les accroissements de masse budgétaire, on n'a pas servi ces fonctions, et d'autres pays ont fait des choix inverses. Mais ce qu'on a fait, c'est de faire progresser le modèle social, à l'évidence, avec une couverture universelle et le tiers payant en matière de santé. Mais surtout, on a fait une augmentation très importante des revenus des retraités. Ça, c'est massif. Et en réalité, tout à l'heure, on parlait de l'épargne des Français. Pourquoi il y a une dette publique ? Vous êtes un peu bayrouilliste, si je me permets. Comme ça vous a échappé tout à l'heure. Non, mais ça vous échappe peut-être maintenant, mais ça m'honore. Rendez hommage à Bayrou sur ce point. Non, mais il y a un côté Henri IV chez M. Bayrou que je respecte infiniment. Et donc, si vous voulez, Antoine, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a accru le patrimoine des Français de façon historique, considérable. Parce que tout le monde parle des revenus, des petits revenus, du pouvoir d'achat, de mon salaire. Comme si le salaire, c'était 100% des rémunérations des Français, c'est 50%. Hein. Et en revanche, si vous êtes propriétaire, si vous avez des instruments d'épargne, etc., vous avez... Et ça se mesure très bien, par exemple, sur le logement. Les gens qui sont multipropriétaires, parce qu'ils ont fait un placement... pour locatif pour les enfants ou pour leur retraite, ou parce qu'ils sont passés à la résidence secondaire. Le nombre de ménages qui a acquis des biens durables, notamment des voitures qui augmentent de façon significative par foyer, etc. On a abaissé les impôts, augmenté les pensions, fait passer une grande partie des dépenses publiques dans les revenus, dans les patrimoines des ménages et dans leurs véritables revenus, c'est-à-dire pas simplement les salaires sur lesquels on met toujours le phare. Et donc, tout se passe comme si une grande partie, mais personne ne va battre sa coulpe, mais qu'une grande partie de notre situation financière, c'est qu'on a fait passer
dans les comptes publics, dans les finances publiques, des ressources qui sont venues augmenter les patrimoines des Français. Or, on ne parle ni des patrimoines, ni de l'épargne, ni de cette composante de 50% des revenus des ménages, mais simplement, c'est pour ça que j'ai terminé sur l'inégalité, ça concerne quand même quelque chose comme peut-être la moitié de la population, mais il y a une inégalité très forte dans les derniers déciles de revenus. Mais c'est ça qui s'est passé. Et donc, c'est collectivement qu'on devrait dire, nous avons endetté l'État pour augmenter massivement nos patrimoines. Quant à l'industrie, ça m'amuse. Si vous voulez, si nous tendons vers 10% du PIB, alors que l'Allemagne tend vers 20% du PIB, c'est qu'on a 10% de secteur tertiaire de plus. Il n'y a aucune raison qu'on ait les mêmes spécialisations. Mal rémunérés, qui créent la colère sociale. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes, Antoine, et je vous en rends hommage, une sorte d'amoureux du passé. Et d'ailleurs, vous dites bien réindustrialisation. Donc revenons aux années aux 30 glorieuses, voire à la fin du 19e siècle, recréons des usines. C'est très bien, cette nostalgie vous honore, mais je suis désolé, c'est une autre spécialisation de l'économie française. Je vous rappelle qu'avec une industrie aussi brillante, l'Allemagne est à sa 2e année de récession et que, par conséquent, ce tableau manichéen, il y a un modèle germanique idéal. C'est ce que Karl Marx, qui pourtant doit être de vos amis, appelait c'est pour Michaela. Non, c'est pour vous, il est de la même nationalité que Michaela, c'est tout ce qu'on peut dire de lui. Il y a des différences entre eux. Qu'est-ce que c'est que cette poulailler là, tout d'un coup ? Non, mais c'est du fétichisme de la marchandise, comme disait Karl Marx. Il est probable que, c'est tout à fait raisonnable d'avoir un secteur tertiaire supérieur beaucoup au secteur industriel, mon cher Antoine. À cette perfidie, Antoine Fouché. Oui, non, c'est dommage sur les 2 dernières minutes, parce que j'allais dire qu'on était d'accord sur le reste. Non, mais on a fait du le cornu, là. On a progressé tout le long de l'émission. 2 choses. La première, c'est sur ce qu'a rappelé Lionel, et il a vraiment raison, c'est que on peut le dire d'une autre manière, mais ça éclaire le même phénomène avec d'autres mots. Et nous endettons, oui, depuis un demi-siècle maintenant, mais pas pour les biens et les services publics, ce qui va faire notre prospérité, notre liberté collective, mais pour augmenter les prestations individuelles, notamment les prestations de retraite, les remboursements de médicaments, etc. Dit d'une autre manière, la hausse de notre dépense publique, les seules, j'ai déjà dit plusieurs fois, donc je vais très vite, les seules dépenses publiques qui augmentent depuis 40 ans, c'est pas les dépenses collectives, c'est les dépenses sociales, et dans les dépenses sociales, c'est les prestations individuelles. C'est ça qui explique que notre endettement, et c'est ça qui explique que on s'affaiblit collectivement, ou si on le dit, disons-le de façon gaullienne, ça fait 40 ans qu'on fait passer les Français avant la France. Et à force d'affaiblir la France, on est en train de compromettre l'avenir des Français. Parce que c'est très bien d'avoir un patrimoine qui s'enrichit grâce à des transferts sociaux, mais si ce qui prépare l'avenir, c'est-à-dire une école, j'y reviens à une industrie, je terminerai par là, une économie prospère, des logements, des transports, une défense, si jamais les Américains nous lâchent, tout ça, on ne le fait pas. Et ça ne sert à rien, me semble-t-il, pour préparer l'avenir, de s'être enrichi en plus en numéraire et au profit, pas uniquement, mais essentiellement d'une génération par rapport à la préparation de l'avenir. Quant à l'industrie, de toute façon, c'est un débat qu'on a déjà eu et je pense qu'on se mettra jamais d'accord là-dessus, mais il s'agit évidemment pas de revenir au passé, il s'agit de construire l'industrie de l'avenir et c'est tout à fait possible parce que c'est l'avantage d'être en retard. C'est ce qu'on a fait dans les années 50. C'est comme on était en retard sur les Américains, on a pu profiter du rattrapage. Là, technologiquement, on est en retard sur les Américains, on est en retard sur les Chinois et donc on a la chance, entre guillemets, de pouvoir faire ce mouvement de rattrapage à condition de l'investir. Et je pense, pour des raisons territoriales et sociales, qu'il n'y a pas d'avenir de la France libre et indépendante au sein de l'Europe sans une réindustrialisation parce que sur la question sociale, il n'y a aucun pays dans le monde où il y a une progression de salaire qui fait que le travail permet d'améliorer sa vie sans industrie. Ça n'existe nulle part dans le monde. Parce que les services par nature peuvent faire un peu de productivité, mais moins que l'industrie, et territorialement. Les services dont vous parlez et qui enrichissent en partie la France, ils sont que dans les métropoles.
ils sont pas dans les villes moyennes, ils sont pas dans les territoires ruraux. Il y a que l'industrie qui va dans les villes moyennes et les territoires ruraux. Et donc, si on veut avoir une France où il fait plutôt bon vivre un peu partout, ou en tout cas, on peut vivre et améliorer sa vie grâce à son travail un peu partout sur le territoire, et pas simplement dans 5 métropoles, oui, il faut qu'on réindustrialise, et c'est tout sauf passéiste. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je ferai 2 observations par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord sur la querelle entre Lionel et Antoine sur industrie tertiaire, service. Je ne me prononcerai pas, j'incline à penser les choses comme Antoine, mais là où je ne suis pas d'accord avec Lionel, c'est le fait que les services en France suppléent à défaillance industrielle. Je crois que ce qui caractérise l'économie française, c'est un double et massif déficit budgétaire et extérieur. Et ça, c'est le signe que nous consommons plus, d'une manière ou d'une autre, plus que ce que nous produisons, qualitativement, quantitativement. Donc, de toute manière, comme disent les syndicalistes, le compte n'y est pas. Donc là, je crois qu'il y a un vrai défi par rapport, alors je ne sais pas s'il faut refaire de la sidérurgie à tout va, etc. Certainement pas. Il faut certainement faire des choses industrielles un peu plus sophistiquées. Mais en tout cas, le problème, il est posé. Il faut qu'on crée de la valeur beaucoup plus qu'on en crée. La deuxième chose, sur le problème de la dette que nous accumulons sur la tête de nos enfants. Je crois qu'il y a 2 approches différentes. Il y a des gens qui nous disent on est dans la situation de Liz-Truss, c'est-à-dire demain, avec les choix très très risqués que l'on fait, il va y avoir un retrait simultané, systématique de l'ensemble des marchés financiers et on va être en difficulté. C'est possible si le gouvernement Lecornu faisait des choses tout à fait radicales. Je ne pense pas qu'il les fera. Donc je crois que Lionel a raison de dire que c'est pas le risque fondamental. Mais en revanche, la strangulation progressive, la paralysie progressive des moyens budgétaires qui fait qu'à côté du budget d'investissement et du budget de fonctionnement, on a le tiers budget qui est le remboursement de la dette et qui va aller croissant. Parce que Lionel a raison de dire que ça a baissé. Ça a baissé pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt au cours des 20 dernières années ont été très favorables. Ils ont d'ailleurs été très favorables à cause de quoi ? À cause de l'euro. À cause du fait qu'on avait les Allemands qui étaient une garantie absolue de sécurité pour tout le monde, et donc on a eu des taux d'intérêt très 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 bas. Mais je me rappelle la Cour des comptes, quand j'étais à la Cour des comptes disait comme Madame Maire, pourvu que ça dure. Et là, on voit bien que ça n'est pas forcément destiné à durer. Et comme on continue, comme les trajectoires qui sont envisagées, on va reporter, on est passé de 27 à 29, de 29 à 32, je sais pas quand, pour ce que demandent les socialistes, ou 34, pour arriver à 3%. Au-dessus de 3%, la dette augmente. Donc, je pense que là, il y a quand même un problème très précis. Nous continuons de manger les ressources de nos enfants. Jamais, aucune génération n'a fait payer ses dettes par ses enfants. En 1946, à la sortie de la guerre, il y avait 250% du PIB de dette. Tout ça a été régulé par de la croissance et de l'inflation, by the way, et on était à 25% en 1958. Il n'est jamais arrivé. Ça fait partie du pathos parce que les gens raisonnent comme dans leur ménage et dans leur foyer. Dans aucune période historique de la France, les enfants se sont retrouvés à c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est très important. Vous avez partie du non, mais je pense que dans toutes les comparaisons historiques, il faut quand même, et Jean-Louis vient de le faire, intégrer le fait de l'euro et le fait que la France n'est plus cette nation monétairement souveraine qu'elle fut et qu'elle peut jouer avec son endettement complètement librement comme elle l'a fait dans le passé. Et je pense malheureusement, c'est trop souvent oublié aussi dans le débat public. Et je crois, au-delà du fait que la France bafoue tous ses engagements européens en ce moment, c'est effectivement aussi une responsabilité collective parce que
la France met aussi en péril l'euro à long terme si elle continue comme ça. Et effectivement, je vois déjà se dessiner la tendance de dire oui, finalement, on va pas vers 2029 comme c'était prévu pour respecter les 3%. L'objectif de l'endettement à 60%, de toute façon, plus personne ne le respecte. Mais en fait, si on le retarde à 2032, voire au-delà, on peut vraiment penser qu'il y aura à un moment donné une sortie de fait de la zone euro. Antoine Fouché. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Lionel à l'instant, les générations futures ne remboursent jamais les dettes des générations passées. Oui, sauf maintenant. C'est déjà ce qui est en train de se passer. La dette d'aujourd'hui, à nouveau, elle ne vient pas d'un investissement du passé pour rendre le meilleur futur. Elle ne vient pas d'un investissement du passé pour faire plus de logements, améliorer les transports ferroviaires, avoir la meilleure éducation du monde, être capable de se défendre contre les Américains en montant à 3% du PIB l'OTAN, en ayant une industrie qui fait qu'on a une balance commerciale un peu moins déficitaire. Non, la dette qu'on paye aujourd'hui, 60 milliards d'intérêts juste, elle vient uniquement des dépenses courantes, des dépenses sociales et notamment des pensions de retraite, qui fait que le taux d'épargne des personnes âgées n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de notre pays. Donc, on est déjà dans une situation où il faut payer 60 milliards d'intérêts de dette et l'année prochaine, budget le cornu ou pas, on dépensera plus d'argent pour rembourser des dettes du passé qui n'ont pas été contractées pour améliorer l'avenir, mais contractées pour financer le présent du passé, pardon de le dire comme ça, enfin, le niveau de vie passé, et pas préparer l'avenir. Et donc, on est déjà que pour éduquer nos enfants. 75 milliards d'euros sur la dette, plutôt que 65 milliards d'euros pour l'éducation. Et donc, me semble-t-il, on est déjà dans une situation où ce sont les générations présentes qui remboursent les dettes des générations passées, qui n'ont pas fait les investissements pour que la vie de leurs enfants soit meilleure. Et je prendrai, pour une pique et le plaisir de la provocation, la dernière fois... pas opportun pour provoquer, parce que nous sommes au bord de la fin de cet Alors, je reprendrai juste la brève de Mathias la semaine dernière qui citait le Linkipit du livre de Vanessa Schneider, en citant Michel Schneider et en disant la génération du baby-boom, c'est la première génération qui a tué et le père et le fils. Sur ces paroles bien senties, je vous signale, nous sommes arrivés à notre dernière séquence. La dette lui donne raison. La séquence des brèves que je voudrais introduire. Robert Redford, qui vient de mourir, a réalisé une dizaine de films et il marquait une préférence pour son premier, Ordinary People, des gens ordinaires, non seulement parce qu'il avait dû affronter toutes sortes d'obstacles pour le monter, parce qu'on lui avait expliqué qu'il ne serait jamais capable d'être réalisateur, mais parce qu'il s'y exprimait sur un thème pour lui essentiel que l'on retrouve dans « Et au milieu coule une rivière ». C'est le thème de la complexité et de la difficulté des liens familiaux, celui de l'amour des uns pour les autres qui se heurte à d'incompréhensibles obstacles qui n'ont rien à voir avec le manque d'affection, avec la recherche de ses intérêts ou d'un pouvoir, mais qui ont à voir avec l'incapacité à exprimer cette affection ou à la traduire en actes. Je crois que l'essentiel de ce qu'a réussi à montrer Robert Redford dans ces deux films est exprimé par le pasteur presbytérien, le père des deux frères de « Et au milieu coule une rivière », deux frères aussi dissemblables que pleins d'affection l'un pour l'autre et pour leurs parents, mais qui n'arrivent à exprimer leur proximité que dans leur passion commune pour la pêche. Longtemps après la mort tragique du plus jeune de ses frères, dans son prêche d'un dimanche qui clôt le film, le pasteur s'adresse en ces termes à ses ouailles, à sa femme et à son fils aîné. Il arrive dans la vie de chacun d'entre nous un moment où, voyant un être aimé dans le besoin, nous nous demandons « Je veux l'aider, Seigneur, mais de quoi a-t-il besoin ?» Car nous pouvons rarement aider nos proches, soit que nous ignorions quelle part de nous-mêmes donner, soit que la part que nous avons à donner ne convienne pas. Ainsi, ce sont ceux que nous devrions connaître qui nous échappent, mais nous pouvons les aimer quand même, aimer complètement, sans comprendre entièrement. Michaela Wiegel. Oui, alors il est difficile de passer de Robert Redford au chancelier Merz, mais je vais quand même l'essayer parce que je voulais attirer l'attention de nos auditeurs au remarquable discours
qu'il a fait à la synagogue à Munich dans la Reichenbachstraße et que le journaliste Jean Quatremer a eu la gentillesse de traduire, une très bonne traduction d'ailleurs. Et je pense qu'il faut, parce qu'on va beaucoup parler conflit Israël-Palestine, il faut vraiment saisir dans ce discours où d'ailleurs il était au bord des larmes, l'héritage de notre histoire. Et je voulais aussi recommander un très beau livre que j'ai relu et qui existe en version française de Victor Klemperer, qui a tenu un journal très fidèle des années justement de la République de Weimar jusqu'à la fin de la guerre. Je veux témoigner jusqu'au bout, et le titre. Et quand on lit notamment la petite marche vers l'exclusion et l'anéantissement finalement des Juifs, on est frappé par des similitudes dans le discours public dans ce journal. Lionel Zinsou. Oui, moi je recommanderais volontiers un livre d'une jeune écrivaine algérienne, Kawther Hadimi. Madame Hadimi a écrit La joie ennemie, qui est au fond un témoignage d'enfants, d'adolescentes sur la décennie terrible où le terrorisme du GIA a créé cette décennie noire de l'Algérie. Et donc, comment ça continue dans sa vie d'adulte qui est aujourd'hui en France. Et c'est un très beau livre parce que on parle de l'Algérie comme Camus, c'est bouleversant. On parle de la guerre civile et du traumatisme très fort sur les émotions de cet enfant et cette adolescente qu'elle était. Et en même temps, elle le fait, c'est très étrange, dans des musées, parce qu'elle passe une nuit au musée Picasso, une nuit à l'Institut du monde arabe, notamment à Lima, parce qu'il va y avoir une exposition de Baya, qui est une des grandes sculptrices et peintres de l'Algérie des années 40, 50, 60. Et donc, elle est dans cet univers des musées la nuit. C'est d'ailleurs une collection de stock très intéressante sur la nuit au musée, où un certain nombre d'intellectuels, d'artistes, au fond, passent une nuit enfermés dans un musée avec les œuvres, et ça leur permet de déclencher toute une série de pensées et d'émotions. Donc c'est extraordinaire, mais c'est surtout un témoignage terrible sur une guerre civile. C'est magnifiquement écrit, Joie ennemie, aux éditions Stock. Antoine Fouché. Oui, en cette période de crise budgétaire contemporaine, je voudrais recommander un livre qui s'appelle « Dépenser l'argent du roi, la monarchie dévoilée au XVIIIe siècle » et qui est une enquête historique sur les dernières années, les années 1780-1791, sur la question qui, à l'époque, moi j'avoue que peut-être un peu avec honte et humblement, que je n'avais pas conscience de ça, la question épidermique à l'époque des pensions. Non seulement des finances du royaume, mais des pensions accordées par le roi à la cour et à l'ensemble de ceux qui lui ont rendu service. Et c'est vraiment à la fois très fouillé, il a dépouillé c'est un livre de Benoît Carré, il a dépouillé toutes les archives sur ce sujet-là, et en même temps il arrive à restituer l'ambiance du royaume et la crispation des tensions sur ce sujet de qu'est-ce que c'est que ces pensions ? À qui le roi accorde-t-il ces pensions ? On découvre les techniques de Necker qui consistent, comme aujourd'hui, à dire la vérité pour choquer l'opinion publique, pour créer la réforme. On voit à quel point, à la fin des années 80, Louis XVI essaye tant bien que mal de réformer les choses pour pouvoir tenir les finances. Et surtout, ce qui est vraiment passionnant, je trouve, c'est à la fin des années 1788-89, la manière dont, en fait, on met fin à ce régime de pension. C'est une alliance entre la noblesse militaire de province qui donne son sang pour la France.
mais à laquelle on n'accorde que de petites pensions, qui s'allie avec le tiers-État contre la noblesse de cour qui passe son temps à Versailles et qui n'a aucune contribution à l'intérêt général. Et c'est cette alliance entre les deux, un peu comme sur certains points de vue, une alliance révolutionnaire sur d'autres sujets qui contribue à cette dynamique révolutionnaire et à la fin à la mise en place de finances publiques beaucoup plus modernes et transparentes. Jean-Louis Bourlanges. Je crois que ces derniers arbitrages, c'est un petit peu simpliste à mon avis. Sur cette période, j'avais un livre que j'avais étudié quand j'étais étudiant, qui était le livre de Philippe Aigret, qui s'appelait La pré-révolution française, et qui est une analyse formidable des ministères Calonne et Dominique Brienne en particulier, c'est-à-dire post-Turgot, et on voit que qu'il y a une ambition réformiste extrêmement forte de la part de ces ministres et qui se heurte. L'Assemblée des notables, par exemple, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire, comment amener les gens à payer. Bon, comment il s'appelle l'auteur de votre... Benoît Carré. Oui. Bon, ben moi, je voulais... j'ai lu un livre sur un vieux camarade de lutte, j'étais de l'autre côté, un livre de Sophie Queré sur Georges Marchais, ou La fin des Français rouges. Alors, Sophie Queré, c'est intéressant, c'est une professeure d'université, de Paris-Cité. Elle est grande spécialiste elle était grande spécialiste des questions soviétiques. Elle faisait beaucoup de recherches sur l'Union soviétique au moment où on avait accès, évidemment, pendant la période de libéralisation, où on a eu accès aux archives. Et puis, comme les archives sont bouclées, eh ben, elle s'est tournée, elle a renoncé au siège et elle a étudié le chef de la succursale française, c'est-à-dire Georges Marchais. Et elle a donc analysé le système soviétique à partir de Georges Marchais et non pas à partir de la tête. Et là, je crois que c'est intéressant parce que la biographie, elle montre très bien d'abord l'importance fondamentale du mensonge initial sur le STO, dans la participation au STO de Georges Marchais, qui est quelque chose qui pèse sur toute sa carrière, avec lequel on le manipule, on l'utilise, il culpabilise, il se répond. C'est quelque chose de central. Deuxièmement, elle montre son insertion profonde. Ça, comme le disait Annie Kriegel, on sait où sont les directeurs, on sait où est la direction, disait Annie Kriegel. L'inscription profonde de Georges Marchais dans le combat internationaliste mené par l'URSS. Mais ce qui me frappe, moi, c'est derrière tout ça, cet homme dont j'ai, comme ici une partie d'entre nous, les moins jeunes, on a entendu, on l'a écouté, on a vu ses mots, on a écouté ses mots, on a vu ses gesticulations, et c'était un contemporain capital en apparence. Et maintenant, ce qui est frappant quand on lit cette biographie, c'est qu'il ne reste de lui rien. Ça s'appelle Georges Marchais ou La fin des Français rouges pour... illustrer ce que vient de dire Jean-Louis. Si vous allez au Père-Lachaise, il y a un carré où il y a, pas loin du mur des fusillés, où il y a un certain nombre de leaders communistes. Et sur la tombe de l'un de ces leaders communistes, je crois que c'est Wagner Crochet, il y a un écriteau qui dit « Georges Marchais n'est pas ici ». Il est en effet enterré, je crois, à Champigny, de ville dont il a été l'élu. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré, qui n'est pas l'auteur du livre, mais qui il s'en faut de peu, sans doute. Sophie Queré, la sœur de ce grand spécialiste de la banque. Et qui va assurer notre compendium. Je remercie Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à ce qui tourne autour des plateformes de financement. Adrien Beccaria, qui a enregistré notre conversation. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le 2e épisode de mes échanges avec Mathilde d'Avignon sur l'audiolivre et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.